Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux. Les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète. Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de nature, les écorces oubliées. Je veux sentir l'odeur de la forêt mouillée. Les arbres me feront un collier, touche pas ma planète. Bonjour à tous, bienvenue à Bon-Abri. Moi c'est Cédric Jamet, je travaille donc à la réserve naturelle de Saint-Brieuc, accompagné donc de Alain, qui est le conservateur de la réserve naturelle, Alain Foncéron. Une petite halte ici, juste pour localiser un peu le site. Est-ce que vous êtes tous du coin? Oui, ouais, donc vous connaissez bien le secteur. Donc nous sommes au sein donc, de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, exactement ici, sur le seul site espace terrestre que sont les dunes de Bon-Abri, qui représente à peu près un espace de 5 hectares sur les 1140 hectares de la réserve naturelle. Réserve naturelle qui a été créée en 1998 par décret ministériel. C'est une réserve naturelle nationale. Il y a aussi d'autres réserves de plus type régional, créée donc en 1998 pour des enjeux d'accueil de la vie faune migratrice, car l'hiver donc c'est 35 000, 40 000 oiseaux qui viennent passer l'hiver ici, des limicoles type courlis, bécassos, huîtriers épis, etc. Et également donc toute la famille des anatidés, bernaches, canards, etc. Mais il n'y a pas que la vie faune qui est importante, il y a aussi tout un cortège d'espèces floristiques et faunistiques qui se trouvent dans la végétation des dunes, entre autres, qui est également un habitat prioritaire où on va trouver beaucoup d'espèces très remarquables, donc on va les découvrir au fur et à mesure de la visite. Le site de Bon-Abri n'a pas toujours été le site qu'on voit actuellement. Un bref historique pour résumer. En 1951, ce site était exploité en carrière de sable. Donc il y avait beaucoup de trous d'extraction du sable dans les années 50. Donc cette exploitation a duré plusieurs années, voire plusieurs décennies, jusqu'à ce que l'activité tranquillement s'arrête, pour ensuite passer des activités plus de loisirs, car donc ce site a se transformé petit à petit en terrain de motocross, en camping. Donc un site qui est quand même très utilisé, site également de baignade et occasionnellement de décharge. Donc ce site a été beaucoup modifié, entre guillemets matraqué, puisque vous comprenez bien, toute la végétation et toute la faune qui vivait sur ce site a été totalement anéantie. C'est lors du renouvellement de la concession d'extraction dans les années 80 que le Conseil général des Côtes-d'Armor a acquis ce site par une DUP, déclaration d'utilité publique. Donc en 81, le Conseil général était propriétaire de tout l'ensemble du massif dunaire qui se trouve donc à ma gauche, en sachant que ce massif dunaire n'est qu'une composante de toute l'anse de Montrieux, car autrefois aussi donc, les dunes allaient jusque derrière vous, donc jusqu'aux falaises. Donc après, pour d'autres raisons, la partie dunaire a été aussi bien perturbée derrière nous. Donc 81, donc propriété du Conseil général. En 90, donc il y a eu des analyses d'eau par rapport aux mares qui ont eu lieu, qui ont interdit la baignade. Et donc depuis, le Conseil général mène des actions de gestion et de restauration du site, qu'on va détailler tout à l'heure, plus en détail. Et en 98, lors de la création de la réserve naturelle, ce site a été intégré dans la réserve naturelle. Voilà en termes d'historique. Derrière vous, donc autrefois c'était aussi des dunes, c'est une partie privée, là où se trouve actuellement le camping. Le camping a été créé dans les années 1963 à peu près. Petit camping qui au fil du temps s'est développé avec des gros travaux de modification de l'état des lieux en 2006, avec plus présent d'aménagement de mobil-home et monte-toile de tente. La réserve naturelle s'arrête au pied du camping, propriété privée. Tout l'ensemble, les dunes derrière vous, ces domaines maritimes intégrés intégralement dans le domaine de la réserve naturelle. Et ensuite, la réserve naturelle va jusqu'aux grosses bouées jaunes qui y a devant vous. Au-delà, on n'est plus en réserve naturelle.
Pourquoi si haut? C'est pour protéger essentiellement les oiseaux donc en repos lors des marées hautes. Pour protéger donc les reposoirs à oiseaux, principalement. Voici en termes d'introduction. Est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà sur l'historique? Pas vraiment de questions, mais au niveau de l'historique, moi je peux apporter un témoignage, puisque je venais ici dans les années 1958-1960. À ce moment-là, la maison de la Baie, c'était la colonie d'Ilion, c'était le Chalet Blanc, et donc c'était la colonie de Merdrignac. Voilà, donc on venait en colo, j'avais 12 ans, 11, 12 ans, 13 ans, et on venait faire des jeux de piste, voilà, dans toutes ces dunes là, c'était magique quoi. On venait à pied depuis la maison de la Baie, en chantant bien sûr, et puis hop, on faisait des jeux de piste, des après-midi entiers ici dans les dunes. C'était voilà, c'est des souvenirs d'enfance qui étaient magiques et j'aime beaucoup y revenir finalement, voilà. Voici une photo, donc au moment des carrières de sable. Oui, donc entre les photos et maintenant, donc il y a quand même beaucoup de changements. Voici d'autres photos également. Donc à l'époque, ce massif n'était pas du tout boisé, car exploité. Et toutes les mares qui sont au centre sont vraiment liées à l'exploitation, puisqu'ils ont creusé le sable et donc arrivé sur la nappe phréatique. C'est pour ça qu'on a des mares et la diversité. Ce qui est impressionnant, c'est que entre les années 60, puisque donc l'exploitation c'est 53, tu sais, à peu près. Dans les années 50, en 20 ans, on a complètement détruit les dunes. Il faut savoir que ces dunes-là ont été créées, se sont créées à peu près entre 2000 et 3000 ans avant Jésus-Christ. Grosso modo, il y a 5000 ans. Vous voyez qu'en 20 ans, on peut détruire complètement un milieu qui a mis 5000 ans à se créer. Après, il y a eu un gros travail du Conseil général justement pour replanter, recréer un espèce de milieu, on va dire, le plus près du milieu naturel. Ces milieux donc évoluent, ce sont des milieux vivants. Pour montrer, voici une photo donc, des années 90, je crois. Ouais. On voit donc le trait de côte qui était assez haut. Pour dire donc la végétation s'arrêtait au pied de ce talus qui est à votre gauche. Donc la mer venait jusqu'au pied et il n'y avait pas de végétation. Et au cours donc des 15 dernières années, la végétation s'est beaucoup accrue jusqu'à gagner jusqu'à 80 mètres vers la mer. Donc on parle beaucoup d'érosion côtière, d'éboulement des falaises, notamment encore lors des dernières tempêtes qu'on a pu voir en Vendée, où la mer a vraiment grignoté les falaises sur 30, 40, 50 mètres, qui fermaient carrément des maisons en pleine mer. Ici, on ne connaît pas ce phénomène. On a plutôt de l'érosion, pas d'érosion, mais une progression très positive des dunes vers la mer. Au plus large, oui, la dune a gagné 80 mètres, on va dire. Pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons. C'est vrai que c'est une baie quand même assez protégée des vents dominants, des vents d'ouest qui sont d'ici. Par la petite pointe, par la presqu'île d'Ilion. Donc un peu moins de houle à rentrer, même si c'est vrai, on constate depuis ces dernières années qu'on a de plus en plus de vents de nord, nord-nord-ouest. Tels qu'ils sont aujourd'hui là. Comme aujourd'hui, oui. ici. Ce qui peut être aussi bénéfique pour les dunes, car là on va vraiment arriver donc par rapport à la création des dunes. Je ne sais pas si vous savez comment se forment des dunes. Le vent, le sable. Première action, c'est le vent, en effet, oui. Le vent, on va transporter tous ces grains de sable qui vont ensuite se retrouver piégés grâce à la végétation. Dès que le grain de sable va être confronté donc, à la végétation, ça va le ralentir et ça va se déposer derrière. C'est comme ça que se forment progressivement les petites dunes, ce qu'on appelle les dunes embryonnaires, c'est ce qu'on a ici. Celles que vous protégez avec des Oui, ce qu'on protège actuellement, oui. Et petit à petit, donc, c'est comme ceci que les dunes vont se former, vont monter, et que la végétation également va vraiment coloniser. Et c'est vraiment un milieu dynamique, on vous montrera tout à l'heure. Des piquets qui ont été plantés il y a 10 ans par le Conseil général, aujourd'hui ils dépassent à peine du sable. Bon, pour avancer un petit peu justement. Le phénomène des algues vertes n'est pas... Dans combien d'années? Et les autres causes également pour cette végétation qui colonise donc la plage, tout à l'heure on en parlait avec Yann, donc c'est le monsieur qui filme. Il y a aussi un gros travail par rapport aux laisses de mer.
Les lèzes de mer, ce sont toutes les algues qui s'échouent. Pas que les algues malheureusement, puisqu'on va trouver aussi tous les macro-déchets, type plastique, ferraille, canettes et autres. Cette laisse de mer est avant tout très importante à maintenir, car elle est celle qui va faire la première action de retenir donc, le sable, et ensuite les végétaux qui vont pousser à travers cette laisse de mer, car la laisse de mer donc, va apporter c'est de l'engrais tout simplement. Et donc grâce à ceci, donc, la végétation va pouvoir pousser et ensuite retenir le sable. Donc c'est vraiment la première barrière pour retenir le sable. Et ici la laisse de mer, donc, elle est préservée. Quand je dis préservée, c'est qu'elle n'est pas ramassée. Contrairement à d'autres sites, peut-être plus touristiques, des grandes baies où il y a beaucoup de monde à venir l'été, où là malheureusement la laisse de mer est ramassée mécaniquement. On fait venir un tractopelle et puis on ramasse tout. Quoi. Déchets comme les algues. Ici non, on est en réserve naturelle, donc on préserve cette laisse de mer, donc on fait des nettoyages raisonnés, des nettoyages sélectifs à l'aide de bénévoles. Actuellement il y a un groupe. Il y a 15 jours. On est à peu près 45-50 personnes dans ce groupe. En moyenne, on est 20-25 personnes à venir ramasser les déchets 5-6 fois l'année. Et à chaque ramassage, on cumule entre 150 et 250 kg de déchets. Donc ça va très très vite. Il y a même des groupes extérieurs qui viennent. Aussi, Terrain, je sais pas où. les Scouts de France, par exemple, Ah oui. l'association Surfrider, qui contribue également au ramassage de ces déchets. Donc ceci contribue également au maintien des dunes. Le fait de ne pas faire venir de tractopelle pour ramasser ces déchets. Cette laisse de mer en plus apporte tout un attrait écologique puisqu'elle va attirer donc des invertébrés, des insectes qui vont dégrader cette laisse de mer, qui dans un second temps vont aussi nourrir les oiseaux qui vont fréquenter ces laisses de mer. On peut citer par exemple le petit gravelot, donc, qui viennent nicher, donc, dans ces dunes, en haute plage, à même le sol. C'est une des raisons pour laquelle l'aménagement qu'on a mis en place derrière vous, certes protège les dunes, mais aussi, nous l'espérons, va privilégier donc, la reproduction de petits gravelots. Et puis à marée haute, il y a tout un cortège d'oiseaux qui vont aussi se nourrir dans cette laisse de mer, le tourne-pierre, les bécassos variables, sanderling et bien d'autres. Donc écosystème à part entière, cette laisse de mer. Oui, c'est ça. Bon, on en verra peut-être un peu tout à l'heure, les laisses de mer, mais il y a vraiment, faut voir qu'il y a tout un écosystème, c'est-à-dire que vous avez les décomposeurs, ceux qui vont bouffer les algues, et puis après il y a les prédateurs des décomposeurs, il y a les parasites des décomposeurs, des prédateurs, enfin voilà, il y a tout un écosystème qui est assez peu connu, qui est étudié depuis quelques années, mais qui fonctionne sur la laisse de mer avec beaucoup de diptères, tout ce qui est mouches, d'abeilles, d'hyménoptères, et puis des crustacés aussi. Donc il y a vraiment des spécialistes, des spécialistes des algues, des spécialistes des animaux morts, parce qu'évidemment dans la laisse de mer on peut avoir un oiseau mort, un poisson, etc. Donc des décomposeurs de poissons. Enfin, vraiment il y a tout un milieu assez intéressant et qui dépend aussi du niveau de la mer. Je vois qu'on a une histoire, mais peut-être plus qu'on verra une laisse de mer. Les laisses de mer d'équinoxe. Rapidement, quand on parle de dunes, c'est pas que la partie sable. Ça comprend, quand on parle de dunes, ça comprend vraiment donc, la plage, premier point, la laisse de mer, et ensuite vraiment un gradient progressif qu'on va retrouver par rapport donc, à la végétation. Donc, là, on parle donc, des dunes embryonnaires, donc ce sont les premières dunes qui se forment. Donc, c'est ce qu'on a protégé à travers l'aménagement qu'on a mis en place il y a 3 semaines. Et c'est vrai qu'en l'espace de 2 ans, il n'y avait quasiment rien. Là, c'est impressionnant comme ça prend de la hauteur. Et ensuite, donc, ces dunes embryonnaires, vous laissez place tranquillement à la partie des dunes mobiles. Ça, c'est le second compartiment des dunes. Et ensuite, donc, les dunes fixes, c'est vraiment la partie la plus haute, où là, on va trouver plus de végétation assez rase. Et derrière ces dunes, on va trouver ce qu'on appelle les dépressions arrière-dunaires. Généralement, c'est des parties beaucoup plus humides. Ici, les mares. D'autant plus que les mares ont été creusées par l'extraction de sable. Mais naturellement, derrière ces dunes, viennent se former des petites mares, donc des dépressions humides. Et après, dernier compartiment des dunes, c'est la partie végétalisée, les saules, peupliers, érables, qui ont tendance aussi à coloniser ces milieux, qui vont avancer au fur et à mesure du temps, comme les dunes, vers la mer. Électriquement coefficient de marée, la mer elle recouvre
jusqu'à l'entrée Scopano. Oui, et là pour les coefficients de maximum. Quoi. Après, elle reste au bord. Là pour les marées en février, moins au mois de mars. Bon, j'y étais pas tout au mois de mars, mais elle est montée moins haut. Mais elle restait, donc elle a un peu érodé là sur le front là-bas, et puis la mer est arrivée. C'est pour ça qu'au niveau du sable, des fois un peu au fond là-bas, parce que du coup ça a poussé le sable un peu plus quand même un là-dessus. petit peu Oui. la géographie. Il faut voir que c'est un milieu vivant, c'est-à-dire un milieu dynamique. C'est-à-dire grosso modo une dune va s'éroder l'hiver et engraisser l'été. Pour faire simple, c'est ça. C'est-à-dire que par un temps comme maintenant, vent du nord, on voit d'ailleurs de temps en temps, tout à l'heure vous voyez un peu de sable qui était poussé par le vent. Donc là on va engraisser, ce qu'on appelle engraisser la dune. Et puis évidemment à l'inverse, un coup de tabac de nord. Comme on a eu un peu cet hiver, ou surtout c'était l'hiver dernier où il y a eu beaucoup de vent du nord, etc. Donc là, les dunes ont plutôt tendance à reculer ou régresser. Mais c'est un système, tout milieu naturel évolue et change et a sa propre dynamique. Quoi. Ce que vous appelez la laisse de mer, c'est l'estran? Non, on va la voir, ce sera plus simple. En fait, c'est vraiment les algues qui sont sèches en haute plage. La laisse de mer. C'est donc ce qui est laissé par la mer. Tu vois bien On va dire par exemple, tu mets sur le sable, et le vent de nord, on voit très bien, le vent de nord-ouest, qui apporte le sable donc devant nous, c'est ralenti par ces végétations et le sable se dépose derrière. À partir de là, donc la végétation va pousser, comme ceci, donc des graminées, soit des chanans, soit des loyas, qui vont venir pousser, qui vont à leur tour retenir le sable, et c'est comme ça que ça va monter tranquillement. Là on voit les en fait, Là on voit très bien à gauche. et des invertébrés qui vont s'alimenter là-dessus. Vous allez avoir, ça c'est pas du polystyrène, c'est des restes d'œufs de buxin. Le buxin c'est un gros escargot, un escargot marin. Souvent vous voyez ça, en fait c'est la ponte, enfin c'est les coquilles d'œufs, c'est le reste de la ponte. Et ça donne un Ça aspect. reflète des futurs escargots. Dedans il y avait la larve qui est sortie et en fait il reste plus que l'enveloppe. Ah d'accord. Qui est après. Je découvre le mot buxin, je ne le connaissais pas. Comment on m'avait dit que c'était des restes d'éponges? Non, on fait ça. Après, le reste de moule, évidemment. d'accord. Et puis après, vous C'est vrai pouvez que avoir pour les des escargots, cadavres. Je les ai découverts ici. Et donc, vous voyez, il y a pas mal de petites. Alors là, c'est une laisse qui est très sèche, qui est assez sèche déjà. Vous avez les talitres, les puces de mer qui vont être dessous. Et puis, vous voyez, vous avez des mouches, etc. quoi. Et en fonction de l'âge de la laisse de mer, vous avez évidemment un ensemble d'espèces qui vont s'installer, qui seront différentes. Et là, les coquilles de moules ont été vidées par les oiseaux ou ça s'est vidé Oui, ou elles sont mortes, Ou elles et sont puis après mortes. elles ont été consommées par un crabe, ou après il y a... D'accord. C'est des milieux, le milieu marin, c'est des milieux où vous avez une énorme production de matière organique, mais qui est très vite recyclée, très vite décomposée, et c'est très dynamique. Quoi. Alors la petite histoire que j'aime beaucoup, que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire que chaque laisse de mer et l'âge de la laisse de mer, vous avez une faune qui se développe en fonction justement de cet âge. Et donc comme on a des laisses de mer, par exemple, admettons qu'ici c'est la laisse de mer des villes donc elle va rester ici un mois, puisque maintenant on est en mortezeau la semaine prochaine, et puis donc la mer va plus revenir. Donc pendant un mois, il y a toute une faune qui va pouvoir se développer là-dessus, quoi. Et puis si on remonte, vous avez au mois de mai ou mois de juin, vous avez les marées d'équinoxe, les plus hautes marées. Et donc là, vous avez une laisse qui normalement va rester 6 mois jusqu'aux prochaines marées qu'on aura en septembre. Et là, vous avez aussi toute une faune qui va utiliser. Alors, vous avez par exemple une mouche qui est spécialisée de la laisse de mer d'équinoxe, c'est-à-dire qui ne vit que là. C'est-à-dire que si on prend au moment où vous avez l'équinoxe, vous avez alors une mouche, c'est un diptère. Vous avez l'asticot. On prend des termes simples, le petit ver qui va se développer, qui va grandir, et puis avant de se transformer en adulte, il va faire comme un cocon, ce qu'on appelle une pupe, c'est-à-dire il va s'enfermer, il va faire une petite, comme un œuf, un peu une bulle, et puis après sortira de cette pupe l'adulte.
Alors ce qui se passe, c'est quand vous avez la mer d'équinoxe, admettons du mois de mai par exemple, qui va commencer à arriver, elle va toucher donc l'ancienne laisse qui datait du mois de septembre précédent. Donc les mouches qui étaient dans la pupe étaient enfermées, et à ce moment-là, dès qu'elle redevient humide, elles vont sortir. Donc vous avez les adultes qui vont sortir à ce moment-là, qui vont se reproduire, hein, le papa, la maman et tout ça, qui vont pondre, et vous avez l'asticot qui va consommer la laisse de mer tant qu'elle est fraîche pendant un mois à peu près, un et 2 mois, donc on est mai-juin, et puis elle va se transformer en pupe au mois de juin. Elle va attendre la prochaine laisse du mois de septembre pour pouvoir sortir. Et évidemment, même chose entre le septembre et le printemps. Donc vous voyez, vous avez une espèce qui est complètement synchronisée avec et en fait, c'est l'arrivée de la mer et l'humidité qui crée le déclenchement. Voilà, mais il y a plein de choses sur ces milieux qui commencent à être étudiés depuis peut-être une dizaine d'années. Les traces dans le sable, certaines fois, on peut observer certains escargots, certains, quand on suit les traces, il suffit de creuser et puis on trouve. J'ai fait ça avec des enfants de la maternelle un jour, c'était sympa comme tout. Alors sous les bois morts ou dans les bois morts aussi, on peut trouver. Alors, j'avoue, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces milieux-là. Nous on travaille vraiment sur le milieu marin, donc on ne connaît pas, mais on connaît moins. Mais c'est vrai qu'on travaille avec le Grécia, qui ont fait une grosse étude sur les laisses de mer, en particulier sur Bonabri. Ils ont inventorié, alors je ne sais plus, tu connais les chiffres toi, je ne sais plus le nombre d'espèces. Et alors il y a des espèces qui sont vraiment spécifiques, et puis après des espèces qui sont dans la dune, mais qui vont aussi utiliser la laisse de mer, parce que c'est une ressource alimentaire intéressante. Ou d'insectes pour s'alimenter évidemment, parce que quand on a des mouches, on va avoir des oiseaux, on va avoir des prédateurs, des parasites. Mais on le verra plus tout à l'heure, c'est plus sur les abeilles qui sont dans le sable. Ah oui. Vous avez ce milieu sale, mais indispensable à toute une vie. Bon, après, il y a des trucs un peu moins naturels. La nature est bien organisée quand même. Donc voilà, c'est l'équipe de bénévoles qui T'étais venu toi, non? viennent régulièrement. À chaque marée, ça revient pas à grande quantité, ça revient toujours un petit peu. Ça résulte de filets, ça, de pêche. Ça, oui. Ah oui, ouais, filet de bah, pêche côté coupé. Il y a du filet de pêche, après il y a les déchets ici de la viticulture. Ah oui. Et puis après, Il n'y a pas trop de trucs de verre et tout ça cassé. Non. Parce que ça aussi. Oula. moi ça arrive jusqu'à oui, l'hermo et puis même un peu ici. Donc forcément on va avoir beaucoup de colle. Voilà. Avec ses racines très très longues, très filamenteuses, va retenir le sable. Donc c'est grâce à ces plantes, c'est ces plantes qu'on installe lorsqu'on fait des actions de restauration des dunes. Bien sûr. Bah, les planter. Ouais, Ici c'est ouais. naturel, mais C'est si on, la dune de si on Pilat, voulait on a vu restaurer des ça. dunes, on planterait cette plante. Oui, il y a des endroits, je ne sais plus où, il y a eu un reportage là-dessus il n'y a pas longtemps à la télé où justement ils plantaient des œillets un peu partout pour. C'est un gros pouvoir de Je ne sais pas si c'était pas capter le sable. à côté de la dune du Pilat. Le conseil général, pas entièrement, c'est vrai que sur l'ensemble du site, il y a moins de 25% du site qui est géré. Et les actions de gestion ne se font pas non plus de manière aléatoire, tout est en fonction d'un document qui s'appelle le plan de gestion. Il y a un plan de gestion donc, des dunes de Bonabri qui consiste donc à reprendre, à dresser tout l'état des lieux, toutes les espèces d'oiseaux, d'animaux, de plantes qui vont vivre ici. À partir de ce plan de gestion, il y a des enjeux qui vont être dégagés. Par exemple, quel enjeu on souhaite avoir sur ces dunes? Est-ce que c'est plutôt privilégier donc, les arbres? Est-ce que c'est plutôt privilégier donc, les prairies rases? Donc ce document donc, le planifie. Et à partir de là, donc, des actions de gestion qui peut être donc, fauche exportation, par exemple dans les prairies, ou coupe de certains arbres, vont être créées. Donc comme je dis, c'est seulement 25% du site qui est géré sur le massif dunaire. Le reste est laissé donc à l'état naturel, évolution naturelle. Dans ce plan de gestion également, donc, il y a toute une liste d'espèces. Ici, donc, comme tout massif dunaire, mais notamment ici,
Les espèces d'oiseaux et d'animaux et de plantes sont très riches. On est à plus de 350 espèces de plantes sur ce massif. On va trouver donc des espèces qui sont très remarquables avec des enjeux nationaux. Je pense par exemple au chardon bleu, donc le panico maritime, l'emblème du conservatoire du littoral. On va en trouver quelques-uns ici. Après, il y a d'autres espèces floristiques comme les orchidées qui auront aussi un enjeu soit national, soit régional. Tout à l'heure, donc, on va pouvoir voir quelques orchidées, on va voir quelques-unes. Il y a l'orchis négligé, il y a l'ophrys abeille, qui ressemble, c'est vrai, donc, à un insecte. Justement, j'ai une petite photo ici pour vous montrer. Tout à l'heure, quand on passera, on ne passera pas. L'ophrys abeille, elle est en fleurs? Non. On montrera tout à l'heure. Non. Après, donc, il y a des espèces de reptiles, bien sûr. On est à 5 espèces de reptiles. Il n'y a pas de vipère pour l'instant d'identifier ici. Donc, il y a la couleuvre à collier. Assez rare. Hein. On a assez peu de données, mais enfin, elle est présente, mais la couleuvre. Rare. La couleuvre à collier. Hein, donc, à proximité des mares. Moi, je l'ai encore, je crois que j'ai vu une fois. Moi. Oh, c'est difficile. Je l'ai vu une fois aussi, moi, ici. Ouais. Il y a l'orvet. Après, il y a 3 espèces de lézards, dont le plus courant est le lézard vert. Donc, si vous entendez un petit bruit de glissement dans les herbes, de fuite, il y a grande chance que ce soit le lézard vert. Et puis après, bien sûr, donc, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui viennent nicher ici, et puis de passage. Quelques mammifères, type blaireau, qui vient se reproduire dans les vallées, près des dunes. Le lapin, bien sûr, fréquente ces milieux. Très important. Mais il joue un rôle, on verra tout à l'heure sur la dune fixée, il joue un rôle important justement. Le maintien de la... Quand il n'y a personne ici, des fois on les voit sur la plage. De la laisse de mer, de la dune vive avec le chien d'antre qui va fixer le sable. Après toute la zone assez étroite de Ya, qui fait souvent, c'est très caractéristique cette espèce de creux, hein. Ça fait vraiment une bosse, un creux et une bosse. Et puis très rapidement on va arriver sur cette zone qui est la dune fixée. Donc là, une végétation au contraire, contrairement à devant, on va avoir plutôt une végétation assez haute avec le ya, des graminées. On va avoir ici une végétation très rase, qui est normalement, s'il n'y a pas trop de piétinement, s'il n'y a pas d'accident, qui doit être couvert en continu. Très grande richesse végétale. Alors si vous vous mettez à 4 pattes, vous avez des cinquantaines d'espèces sous vos pieds, souvent très petites. Des lichens, beaucoup de lichens. Ce qu'on appelle les bryophytes, enfin tout ce groupe-là qui est très important. Donc une très grande diversité. Des espèces souvent très rases, hein. Vous avez des petits ici, c'est des petits géraniums, hein, comme dans vos bacs. Mais voilà, minuscules ou des espèces où au contraire très rares. On est quand même sur un sol quand même sableux, hein, très pauvre. Et là, bien sûr, la végétation a fixé. Alors, contrairement jusqu'avant, on avait un système dynamique qui évolue et puis les tempêtes ou les bancs de sable changent. À partir de là, ça bouge plus. Enfin, normalement, ça bouge plus. C'est-à-dire que la végétation fixe tout. Le sable ne bouge plus, sauf si on creuse. Ouais. Sauf si on creuse ou si on piétine. Donc, d'où l'intérêt des travaux qui ont été faits par le Conseil général de protéger les zones qui sont piétinées pour pouvoir que la végétation recolonise. Mais très rapidement, la végétation, les boisements vont gagner. Donc il y a un équilibre ici qui est complètement fragile. C'est-à-dire que vous avez une pelouse qui va être maintenue pelouse, et là le rôle des lapins joue un rôle essentiel, hein, puisque les lapins vont c'est pour ça que vous avez énormément de petites crottes, enfin peut-être pas ici mais un peu plus loin, ils vont maintenir une végétation, et puis les aspects saules qui vont, ou troènes comme ici, qui vont commencer à coloniser. Mais dans un système naturel, hein, sans intervention humaine, de toute façon la dune avance, hein, donc le milieu évolue. Donc là il y a un équilibre à maintenir, et en termes de gestion, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le site étant très fréquenté, vous avez des zones d'érosion où là le sable peut être remanié et dégrader la pelouse. En plus de piétinement, donc les plantes doivent supporter bien sûr toutes les conditions arides. Elles sont bien, hein, dès qu'on est à l'abri du vent, à ras du sol, les températures sont beaucoup plus hautes.
fait qu'on peut assimiler ce système aérien dunaire à un milieu un peu désertique si on veut. Parce que c'est vrai que l'été c'est quand même très très chaud. Vous voyez là par exemple là, vous avez la mousse, hein, des mousses qui là ont séché complètement, mais qui vont redémarrer, enfin il y a encore qui vont redémarrer la prochaine pluie ou cet automne. Donc c'est un milieu qui est très sec l'été évidemment, et qui va profiter surtout si l'hiver a été humide, va se développer. Pour résister à ces conditions un peu extrêmes, il y a certaines plantes qui ont adapté leur comportement, car certaines plantes, notamment les graminées, vont enrouler leurs feuilles la journée pour garder la rosée du matin et éviter donc qu'il y ait trop d'évapotranspiration avec le soleil, donc trop de contact de la feuille vers le soleil, donc elles vont enrouler leurs feuilles pour pouvoir survivre. C'est ensuite tout à fait dérouler, vrai, surtout pour le ya en particulier. Dérouler le soir. Donc les plantes, les animaux s'adaptent à ces conditions. Des zones un peu piétinées pour pousser. C'est pas une espèce intéressante, une espèce emblématique plutôt de ces dunes. C'est plutôt indicateur que ça a été piétiné. Alors vipérine parce que ça, le pistil ressemble à une langue de vipère. Les debrés, il y en a pas. Les debrés, Oui, et tous les milieux un peu secs et qui sont piétinés va profiter plutôt. Avec ça, pourquoi l'hiver, ça a arrêté l'extraction. Coup de lapin, terrier de lapin. Le lapin aussi important. C'est du lapin. Voyez les bouquins pour reconnaître. L'orchis printanière du printemps. Enfin, en latin, c'est Pratae dansis. Donc, une espèce qui supporte mal le piétinement, on voit bien, hein, sur le chemin il y a aucune qui pousse, et qui ne supporte pas du tout aussi une trop forte humidité. Il y a des zones qui ont été totalement inondées depuis 2 hivers, et là les orchies ne poussent plus. Hein. Ah bon, pourtant c'est pas humide. Hein, c'est humide, mais pas les pieds dans l'eau. Voilà. En fait, c'est vraiment une formation végétale qui est vraiment liée à des zones humides, donc des sols humides, donc il faut de l'eau, vraiment les dépressions humides, donc typique des dépressions humides intradunaires. Mais par contre, il ne faut pas de l'inondation. Alors, sachant que ça peut résister, et ce qui est assez impressionnant, c'est que dans un milieu où on peut avoir de l'eau, ça peut rester comme ça plusieurs années, et puis après, si le niveau d'eau baisse, elles peuvent repousser au bout de 4-5 ans et se réinstaller. Donc ça, c'est l'espèce la plus, en termes d'orchidées, la plus abondante en nombre de pieds. Donc il y a des suivis, puisque toutes ces stations à orchidées, on la reverra, sont cartographiées, et alors il y a un comptage, une évaluation du nombre de pieds qui est faite. Évidemment pour cette espèce là c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de pieds. Je me rappelle qu'au tout début quand on a commencé, j'étais avec la première garde technicienne et elle avait commencé à compter pied par pied, et quand elle est arrivée à 3 ou 4 000 elle a dit non, je peux pas, j'arrête, il faut trouver une autre station. Donc maintenant on a un protocole qui est standardisé à l'échelle de au moins toute la Bretagne pour ces stations. Donc, et dans cet endroit il y a également une autre espèce qui est l'Ophrys abeille, mais qui va fleurir dans un mois, à peu près 2 mois. On trouve également dans les dunes de Bois-d'Abri, voilà, qui fleurit un peu plus tard. Elle va fleurir, fin... à peu près de cette taille-là, beaucoup plus fine. Elle doit commencer à démarrer des fois... Voilà. Donc l'Ophrys abeille, voilà. Donc Ophrys abeille, il y a aussi une autre orchidée qui est plus rare, qui est présente également ici. C'est l'orchis araignée. L'Ophrys araignée, celle-ci. À côté de cela, donc, on va trouver bien sûr des oiseaux qui viennent venir ici s'alimenter. Martin pêcheur, on peut le voir souvent ici. Le héron, qui va se nourrir soit de grenouilles, soit de poissons, puisqu'il y a aussi des poissons dans ces mares. L'aigrette, garzette, qu'on voit souvent également ici. Un petit oiseau qui est très discret, c'est le grève castagneux.
Et donc actuellement il y a 2 couples dans ces mares, ils viennent se reproduire. On peut les voir tôt le matin au milieu, dans les hérisses. Un petit oiseau qu'on n'a pas dans les mares, mais c'est le petit gravelot. Tout à l'heure j'en parlais, le petit gravelot qui vient nicher sur la plage. Donc le voici, le petit gravelot. Donc ici, tout un équilibre qui se fait entre les différentes espèces. Pas ici. Il y a eu du foulque, hein, ici. Et la poule d'eau. Poule d'eau, oui, elle est la poule d'eau. Elle est présente. Mais le foulque s'est reproduit il y a quelques années. Après là, depuis. Pas vu du tout. Oui, ouais, dans les lotissements là-bas. Oui, C'est impressionnant. Ouais. Les familles. C'est vrai qu'en fin d'été, il reste très peu d'eau. Il reste qu'un petit trou au fond à droite. Donc ça concentre tous les poissons et tous les amphibiens dans ces trous. Sauf cette année où là pour l'instant il y a de l'eau. Pour l'instant il y a de l'eau. Le niveau d'eau là, cette année, ça fait surtout cette année assez content. C'est pas de l'eau salée. Hein. Non, c'est de l'eau douce. Alors on est vraiment sur de la nappe phréatique. Donc vraiment lié au défoulement. Alors le niveau monte avec la pluie quoi. Donc, avec souvent des temps de retard d'ailleurs. Alors j'en ai gardé une parce qu'après on va aller dans l'ombre là. Voilà autrement il paraît qu'il n'y en a pas ici sur le site. Voilà la différence qu'on a entre ça et ça. J'en profite quand même pour en parler. Voilà. Donc celle-ci a été vue sur le site par contre. Couleuvre à collier, donc ça, plein de couleurs. Vipère, femelle ou mâle. Vous voyez la différence qu'il y a avec là? Vous voyez pas tout de suite, sans rentrer dans les détails, oubliez ce que papy mamie a dit en 14-18. Vous voyez pas, même sur la mule, hein, par rapport à cela. Allez les mousses là, vilogées là. Allez, qu'est-ce que vous voyez comme différence là? Bah, qui sont moins colorés. C'est pas bon. C'est presque ça. Je sais ce que tu veux, ce que tu as vu. Toi avec ton œil de lynx, tu as vu quelque chose. Vas-y. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce que tu vois pas là? Bah, ils ont pas tous les mêmes peaux. La même peau? Oui. C'est-à-dire, comment tu décris plus que ça? Bah, Un peu exigeant. eux, ils ont un peu plus de rayures que. Oh, très bien. Alors les rayures, ça te fait pas penser à quelque chose d'autre? Un autre mot pour dire. Les dessins. Ouais, les dessins. Quelles formes? Les formes. En maternelle, ils savent faire des formes déjà. Les anges. Oh, très bon. Et je vous donne un secret, il ne faudra pas le répéter. Et surtout pas à la caméra, il ne faudra pas diffuser ça sur internet. Un petit garçon de 5 ans et demi, il a vu ça. Il a dit, oh, une trace de tracteur. J'avais rien demandé. Vous avez vu la trace de tracteur ouais, dans la terre, dans la vase. Et son père et son grand-père n'avaient pas de motoculteur, pas de tracteur, rien. Voilà, et ben nous maintenant on utilise ça. Regardez, même sur la mue, on trouve une trace de tracteur. Bon, les petits m'ont dit une braguette, et les grands, comme vous, ils avaient dit une fermeture éclair. Donc c'est bon, ici il n'y a pas. On ne touche pas ça, parce que ça, vous allez faire un tour à l'hôpital une nuit ou une semaine. Et ça, vous pouvez prendre dedans, vous ne serez pas déçus, elle va vous faire un vieux cacamou partout sur le t-shirt, et ça pue, et ça pue, et ça pue, et c'est... Là, il faut rentrer à la maison, il ne faut pas aller manger à la crêperie le soir. Mais il n'y en a plus, ou il y en a eu à une époque. Moi, ma grand-mère, elle en trouvait sous le foin. Oui, mais il y en a toujours. Je veux dire, ici sur le site, les gardes, les collègues du littoral là, m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu de vipère. Et une autre couleuvre qui nous intéresse, que j'ai pas là, vous voyez encore des couleurs, hein. La coronelle qui est très rare. En Côte d'Armor, on n'a que 3 serpents. Hein. Dès qu'on va dans le Morbihan, il y en a 5. Dès qu'on passe Nantes, il y en a 6. Et dès qu'on va à Bordeaux, il y en a 7. Et après, il y en a encore 2 au bord de la Méditerranée. Donc, vous voyez, Alors, ce bourgeon, on peut aussi en faire une tisane. Et c'est très bon pour les débuts d'angine, voilà. Alors, angine et enrouement, surtout. Hein. Et enfin, en soin, aujourd'hui, on remet au goût du jour une façon de se soigner par les plantes. Vous avez l'homéopathie, vous connaissez. Vous avez une autre façon de se soigner, c'est la gémothérapie. C'est-à-dire on se soigne avec les bourgeons de plantes. Et ces bourgeons de plantes, on les met dans un macérat glycériné, de la glycérine et de l'alcool, et ça vous donne un produit qui va soigner, d'accord ? Et certains, il y a 45 bourgeons de plantes qui sont utilisés pour les soins de gémothérapie. Et en gémothérapie, le bourgeon de ronce est utilisé pour l'arthrose du genou. Voilà. Donc c'est une très belle plante. Alors en plus, vous avez des fruits à l'automne. Hein,
donc pour faire les confitures de mûres. Donc c'est une plante qui est tout à fait consommable. Voilà. Et les jeunes pousses, hein, vous pouvez, quand c'est pas trop dur, vous pouvez les mettre aussi en salade. Souvent considéré comme indésirable. Souvent, hélas, considéré comme indésirable au même titre que l'ortie. Et on va voir qu'une des meilleures plantes, c'est l'ortie. Voilà. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est vraiment une plante qui est utilisée pour beaucoup de choses et voilà. Quand on prend le bourgeon, Oui. on contrarie la floraison et le fruit. On n'a plus de fruit dans ce cas-là. Oui, mais c'est pas grave parce que dans ces moments-là, quand vous enlevez le bourgeon terminal, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bourgeon apical, à ce moment-là, vous allez lever la dormance des bourgeons qui sont axillaires. Oui. Voilà. Donc, quand vous enlevez le bourgeon terminal, en fait, vous favorisez l'émission de branches latérales, donc plus de fructification. Pas la même année. Si, cette année-là. À la même année. En fait, en enlevant le bourgeon terminal, vous favorisez plutôt la fructification plutôt que vous l'éliminez. Paradoxalement. Et en culture, très souvent, de plantes, très souvent, on dit d'enlever le bourgeon terminal pour favoriser toutes les émissions axillaires, ce qui vous donne plus de fleurs. Un peu comme quand on taille. Tout à fait, c'est le principe de la taille. Voilà, il y a certaines vivaces qu'on taille de ce style. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et puis notamment une plante qu'on utilise beaucoup à l'automne, enfin Ouais. à la Toussaint, le chrysanthème. Voilà, et le Bon, chrysanthème. maintenant, c'est une variété travaillée, il n'y a plus besoin, mais Ouais. avant, Avant, ancienne variété, donc c'est systématiquement pincé. voilà, on passait, voilà, on passe le, voilà. Parce que dans la nature, pour que la plante puisse grimper, en fait, ce bourgeon-là, il a toute puissance. Et s'il y a d'autres bourgeons qui sont sur les côtés, ils sont inhibés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se développer. Si vous enlevez celui-là, ce qu'on appelle la dominance apicale, hein, elle est enlevée et donc les autres ont le droit de démarrer. En fait, sur les géraniums également, c'est aussi beaucoup pour favoriser la floraison. Vous voyez, quelquefois on croit à éliminer une floraison et en fait, c'est J'avais l'inverse. constaté sur la mélisse quand même chez moi. Mais... Alors la mélisse, il faut la couper parce que la mélisse s'abîme au cours de l'été et je lui ai déjà, à chaque fois il faut la couper de 10 cm et vous la renouvelez en enlevant les feuilles supérieures, enfin la partie supérieure des feuilles, vous favorisez l'émission des petites pousses, voilà, et vous renouvelez votre mélisse et vous avez de la mélisse fraîche tout l'été. Autrement, elle vieillit, elle est moche, elle prend le soleil, enfin elle est moins belle. Voilà. Alors ceci est valable pour tous les condiments que vous utilisez. La ciboulette, la ciboule, le persil. On a trop tendance, on a un bouquet, on coupe par exemple le persil, on prend une grosse branche là-bas. Alors ça fait un trou, c'est moche, c'est pas grave, on ne regarde pas. Et puis le reste monte en graines. Et on a un persil qui est moche et en plein été on se dit c'est vraiment pénible parce que le persil monte à graines.
Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux. Les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète. Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de nature, les écorces oubliées. Je veux sentir l'odeur de la forêt mouillée. Les arbres me feront un collier, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres, de l'eau et des forêts pour la planète entière. Je veux des chants d'oiseaux pour ouvrir les matins. Le vent me fera un écrin, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte. Toi qui veux demain une terre parfaite, vas-y chante à tue-tête, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je veux des animaux, des planteuses et des fleurs, des hommes qui savent encore se parler de bonheur. Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants, la vie comme un grand cerf-volant, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux. Les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte. Toi qui veux demain une terre parfaite, vas-y chante à tue-tête, touche pas ma planète. 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 Touche pas ma planète.